X-Code, un épisode dans lequel on va parler de l'intégrale Iron Man 1977-1978. Le mois dernier, j'avais consacré une vidéo à l'intégrale précédente qui réunissait les épisodes parus en 1976. Avec cette nouvelle vidéo, on va faire la jonction avec la série de 3 vidéos que j'avais consacrées à la période David Michelinie, Bob Layton, John Romita Jr. Et on pourra ensuite passer directement à l'intégrale 1981-1982 pour boucler cette période. Première précaution à prendre si vous lisez cette intégrale, c'est de ne pas commencer en lisant la préface. C'est pas qu'elle n'est pas intéressante, en plus elle est signée Kurt Busiek. Le problème c'est qu'elle spoil à peu près tout ce qui va se passer dans les pages suivantes. Donc je vous conseille plutôt de lire d'abord les épisodes et de vous garder la préface pour la fin. Le fait le plus marquant sur l'intégrale précédente, c'est la valse des scénaristes tout au long de l'année, la plupart d'entre eux signant juste 2 ou 3 épisodes avant de céder la place. En 1977, on arrive à une période plus stable de ce point de vue. Mais avant ça, on commence par la suite et la fin de l'affrontement opposant Iron Man au commandant Kraken par Jerry Conway et Herb Trimpe. Kraken tient en otage Chrissy Longfellow et Abraham Klein, et Iron Man trouve pas d'autre solution que de se rendre. Et même de retirer son armure pour révéler sa véritable identité. Une identité que, au passage, Kraken avait devinée. Faut croire que c'est un génie, ou alors que tous les autres adversaires d'Iron Man, c'est des buses. Quoi qu'il en soit, Kraken exige que Stark travaille à lui fabriquer tout un arsenal pour qu'il puisse déclencher, en toute simplicité, la Troisième Guerre mondiale. Tony Stark se retrouve donc relâché en pleine cambrousse anglaise, avec pour instruction de rejoindre son usine. Sauf que, bien évidemment, c'est pas du tout ce qu'il va faire, et on aura droit à un second round entre Iron Man et Kraken. Tout ça est franchement très couillon, et Herb Trimpe, il en fait des tonnes pour donner à Kraken un air de dingo psychopathe. Et ça s'arrange pas vraiment avec la suite. L'annual numéro 4, écrit par Bill Mantlo et dessiné par George Tuska, ancré par Don Perlin. Ici, Iron Man est à la recherche de MODOK, la grosse tête de l'AIM, et comme ces recherches l'ont conduit sur la côte ouest des États-Unis, il va en profiter pour demander un coup de main aux héros locaux, à savoir les champions. L'équipe composée de Black Widow, Hercule, Ghost Rider, les anciens X-Men Angel et Iceman, ainsi que la nouvelle recrue de l'équipe, Darkstar. Cet annual paraît entre les numéros 14 et 15 de la série Champions, qui, à l'époque, est écrite par Bill Mantlo et est dessinée par John Byrne. Et le mois suivant, on aura droit à une deuxième rencontre entre Iron Man et les champions, dans les pages de Avengers numéro 163, à nouveau dessinée par George Tuska, mais cette fois écrite par Jim Shooter. Visiblement, à l'époque, chez Marvel, on essayait de donner davantage de visibilité aux champions, en espérant, sans doute, booster les ventes de leur série, mais ça va pas suffire, et la série va disparaître en toute fin d'année 1977, au numéro 17, et là aussi, un épisode signé Bill Mantlo et George Tuska. Pour ce qui est de cette annual proprement dit, c'est à peu près le degré zéro de l'écriture de récits super-héroïques, avec évidemment l'inévitable combat entre Iron Man et les champions suite à un malentendu, et ensuite tout ce petit monde se divise en plusieurs équipes pour partir à la recherche de MODOK. Et tout ça n'a aucun intérêt. Curieusement, on a aussi droit dans ces pages à la backup de cet annual, un court récit qui met en scène un personnage baptisé Midnight et qui n'a strictement aucun lien avec Iron Man. Concrètement, Midnight, c'est un personnage apparu dans la série Master of Kung Fu, donc rien à voir avec le reste de cette intégrale. On revient à la série régulière et au numéro 95 d'Iron Man, signé du trio à l'origine de l'annual, Mantlo, Tuska et Perlin, si ce n'est que Mantlo est uniquement crédité en tant que dialoguiste. Jerry Conway reste le scénariste de cet épisode. Conway, il va encore écrire les 2 épisodes suivants avant de laisser Mantlo seul aux commandes.
Un petit mot sur Bill Mantlo, qui va nous accompagner jusqu'au bout de cette intégrale. Il travaille chez Marvel depuis fin 74, début 75, et assez vite, il est devenu le scénariste à tout faire de la maison. Quand il y a un trou dans la programmation, quand il faut remplacer en catastrophe un scénariste, hop, on fait souvent appel à lui, et il est systématiquement capable de rendre un travail vite fait. Bien fait, ça c'est une autre question, parce que il faut bien reconnaître qu'il lui est arrivé d'écrire des choses quand même assez calamiteuses. Mais le fait c'est qu'il est capable de pisser de la copie en jet continu. Il avait d'ailleurs écrit un premier épisode d'Iron Man, le numéro 70, daté de septembre 1975, qui était un fill-in qui revenait sur les origines d'Iron Man. Mais jusque-là, Marvel lui a peu confié de séries régulières, si ce n'est les aventures des Sons of the Tiger dans Deadly Hands of Kung Fu, ou des séries qu'il a pris en cours pendant quelques mois, comme les Champions dont je parlais tout à l'heure, ou Skull the Slayer, qui était l'histoire de ces personnages prisonniers du Triangle des Bermudes, et qui était paru en France à l'époque dans Titan. Mais c'est vraiment sur Iron Man qu'il va faire son apprentissage de scénariste régulier, et qui va apprendre comment développer, au fil des mois, des intrigues principales et secondaires, et surtout comment faire évoluer ses personnages. Mais revenons à Iron Man numéro 95, qui développe des éléments apparus dans les épisodes précédents, et en particulier les problèmes de sabotage et de vol de documents qu'a connu Stark International pendant ces derniers mois, et qui aboutissent à une enquête du Sénat américain qui est menée par le sénateur Hawke. Parce que, étant donné les contrats passés entre Stark International et le gouvernement américain, on s'inquiète de ce qui se passe dans les usines de Stark, et plus encore quand certains documents laisseraient entendre que Stark a également signé des contrats avec des puissances étrangères, et pas franchement amis. On débute en fait ici une intrigue qui va nous amener jusqu'au numéro 100, et qui commence par le tir sur Washington d'un missile, lancé par un sous-marin soviétique, et à l'intérieur duquel se trouve Ultimo. Ultimo, c'est cette créature artificielle et quasiment indestructible, autrefois contrôlée par le mandarin, qu'on avait vu pour la dernière fois dans Iron Man numéro 70, épisode dans lequel d'ailleurs le mandarin a été tué par Griffe Jaune. Ultimo, par contre, lui, il va bien, et il va donc semer la panique à Washington, et il va même manquer de peu de détruire le Washington Monument, l'obélisque qui se trouve entre le Capitole et le Lincoln Memorial. Le combat entre Iron Man et Ultimo va s'étendre sur 2 épisodes, avec un Iron Man qui va se retrouver en fâcheuse posture, son armure en piteux état, et puis surtout le cœur de Tony Stark qui se retrouve à 2 doigts de lâcher. C'est une situation qui va se répéter d'épisode en épisode, et qui va devenir quand même très vite très répétitive. Élément notable dans Iron Man numéro 96, on a droit au retour de Jasper Sitwell, un agent du SHIELD qui était très présent dans la série à une époque, mais qu'on n'avait plus revu depuis Iron Man 42 d'octobre 1971. Et il va à nouveau devenir un des personnages récurrents de la série. Côté personnage secondaire, on retrouve également dans cet épisode Chrissy Longfellow, la nouvelle secrétaire de Stark, et Harry Key, le détective privé qui a mis la main sur des secrets industriels chez Stark International, et surtout Michael O'Brien, l'espèce de pénible qui depuis des mois et des mois accuse sans preuve Tony Stark de la mort de son frère Kevin, mais qui, au terme de cet épisode, va mettre la main sur l'armure que portait Kevin et qui l'a rendu fou, celle du Guardsman. Ce qui nous conduit directement à l'épisode suivant, le 97, et à l'affrontement tant attendu entre Tony Stark et Michael O'Brien, chacun revêtu de son armure respective. Et tout ça est quand même très décevant. On a une première partie du combat avec, une fois de plus, Tony Stark en piteux état et au bord de la crise cardiaque. On revient ensuite sur la mort de Kevin O'Brien, et histoire de bien resituer tout ça pour ceux qui n'avaient pas lu ces épisodes, et on nous rappelle que c'est l'armure de Guardsman qui, à l'époque, l'avait rendu fou.
comment le port d'une armure, même bourrée d'électronique comme celle-ci, peut rendre quelqu'un fou, c'est jamais expliqué, mais ça n'empêche pas Jerry Conway de nous refaire le coup avec Michael O'Brien, qui, à son tour, devient fou en portant l'armure. Ouais, mais sauf que lui, ça fait quand même un bon moment qu'il était franchement barge, qu'il passait son temps à accuser Stark de la mort de son frère sans aucune preuve, et qu'il ira jusqu'à embaucher un privé à moitié criminel pour s'introduire chez Stark, et puis pour finir, il va revêtir l'armure du Guardsman dans le seul but de s'attaquer à Stark et à sa et à sa société. Donc, à la base, quand même, il était déjà bien azimuté. Le sort de Michael O'Brien va se jouer dans l'épisode 98, le premier entièrement écrit par Bill Mantlo, et Stark International va encore subir une autre attaque, celle de Sunfire, autre dingo notoire. Lui, c'est plutôt tendance ultranationaliste japonais. Et donc, Iron Man doit intervenir, sauf que, petit problème, son armure a disparu. Et du coup, le voilà obligé de revêtir l'armure de Guardsman pour aller affronter Sunfire. Et quand Michael O'Brien voit ça, tout à coup, on assiste à un revirement à 180 degrés. Voir un malade du cœur se sacrifier pour protéger ses employés, ça le chamboule, le Michael, et il se rend compte que, en fait, Tony Stark, c'est un mec super. Et du coup, O'Brien va revêtir l'armure d'Iron Man pour aller aider Stark. Ouais, il revêt l'armure qui avait disparu 4 pages avant et qui réapparaît sans explication. Enfin, sans explication autre que Bill Mantlo, là, il fait n'importe quoi. Et ça continue dans l'épisode suivant, où Stark porte désormais son ancienne armure pour reprendre le combat contre Sunfire. O'Brien, lui, il a été téléporté en Chine, où il est désormais prisonnier du mandarin, qui était donc pas mort. On apprendra comment dans l'épisode suivant. Épisode suivant qui est surtout le 100e de la série, et qui met donc en scène celui que, à l'époque, on peut considérer comme le némésis d'Iron Man, le mandarin. Et qui, pour l'occasion d'ailleurs, a droit à un nouveau look, plutôt plus réussi que le précédent à mon avis. Et on a donc droit à un gros épisode de baston, qui va aussi mettre un terme à la sous-intrigue concernant l'enquête sénatoriale contre Stark. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a de notable sur cet épisode. La suite, par contre, elle va nous sortir du cadre habituel des aventures d'Iron Man, puisque pendant son voyage de retour de Chine, Iron Man va être abattu par les défenses antiaériennes soviétiques, et il va s'écraser juste à côté du château Frankenstein, là où s'est installé le monstre de Frankenstein. Alors, pour resituer, le monstre de Frankenstein avait eu droit à sa propre série chez Marvel à partir de 1973, à l'époque où le Comics Code Authority avait quelque peu assoupli ses règles, et Marvel s'était aussitôt jeté dans la brèche en intégrant dans l'univers Marvel Dracula, la momie, Werewolf by Night et quelques autres créatures du même genre. La série Frankenstein Monster, elle avait duré quant à elle 18 numéros, jusqu'en 1975. Et d'ailleurs, c'est Bill Mantlo qui avait écrit l'ultime épisode de la série. À l'époque, le monstre de Frankenstein était aussi apparu dans Marvel Team-Up 36 et 37 par Jerry Conway et Sal Buscema, et on l'avait plus revu ensuite avant son retour dans les pages d'Iron Man. Et on peut pas vraiment dire que tout aille bien pour lui, puisque le château de Frankenstein est désormais sous la coupe d'un personnage baptisé Dread Knight. On apprendra dans l'épisode suivant les origines du personnage. Il s'agit en fait d'un jeune scientifique latvérien, Bram Velsing, au passage super fine, les allusions à Dracula, Bram Velsing, qui va donc vouloir se rebeller contre Fatalis, et à qui, comme punition, on va greffer ce masque sur son visage. Le personnage, c'est une création de Mantlo et Tosca, et on peut pas franchement dire qu'il ait fait carrière par la suite.
Ici, sa principale occupation consiste en fait à torturer la baronne de Frankenstein pour qu'elle lui révèle les secrets qui ont permis à son aïeul de créer le monstre. À noter que dans ces épisodes, Dread Knight y chevauche un cheval ailé, Hellhorse, qui est autre que l'ancienne monture du premier Chevalier Noir, celui qui faisait partie des Maîtres du Mal. Et côté design, je trouve que le duo fonctionne quand même plutôt bien. Tout ça, ça nous donne 2 épisodes un peu curieux, quasiment déconnectés du reste de la série. Quasiment, mais pas totalement, puisque en parallèle, on retrouve Chrissy Longfellow, qui semble avoir un comportement de plus en plus étrange au fil des épisodes. Là, on la retrouve en compagnie de Harry Key, qui tente d'échapper à la surveillance de Jasper Sitwell. Qu'est-ce qui se passe? Réponse dans l'épisode suivant, le numéro 103, où on découvre que Chrissy Longfellow est en réalité Madame Masque. Madame Masque, l'ancienne chef de la Magia, et qui a eu une liaison avec Tony Stark. Pourquoi est-ce qu'elle s'est fait passer pendant des mois et des mois pour la secrétaire de Stark? La question est même pas évoquée, et Tony Stark s'étonnera même à peine quand il découvrira son identité. Clairement, quand le personnage de Chrissy Longfellow a été introduit dans la série, il n'y a rien qui laissait supposer que son histoire se terminerait sur cette révélation, que Mantlo nous sort du chapeau sans aucune explication. Autre élément au cœur de cet épisode, c'est le retour de Midas, un vilain que Iron Man avait déjà affronté des années plus tôt, en 1969, dans Iron Man numéro 17 à 19, des épisodes qui étaient signés Archie Goodwin et, déjà à l'époque, George Tosca. Midas, c'est un personnage richissime et dont le toucher peut transformer n'importe quoi ou n'importe qui en or. Du coup, c'est facile d'être richissime. Et ici, Midas fait un retour fracassant puisqu'il a racheté Stark International. Alors, là encore, l'idée, elle semble quand même un peu sortie de nulle part. Il n'y a rien dans les épisodes précédents qui préparait à un tel coup de théâtre. On apprendra plus tard que Midas a fait chanter certains des actionnaires de la société pour racheter leur part, mais, encore une fois, Bill Mantlo, il n'a rien installé en amont pour nous amener à cette nouvelle situation. Clairement, là, on a affaire à un jeune scénariste qui se retrouve quasiment pour la première fois aux commandes d'une série régulière, et qui a beaucoup de mal à construire ses intrigues sur la durée. Dernier élément important dans cet épisode, c'est l'arrivée du valet de cœur. Le valet de cœur, Jack of Hearts en VO, c'est un personnage que Bill Mantlo avait créé avec Keith Giffen dans les pages du magazine Deadly Hands of Kung Fu, dans le numéro 22 de mars 1976. Mantlo va le faire apparaître à plusieurs reprises dans le magazine, et puis on va le retrouver en 1977 dans Incredible Hulk 213 et 214, écrit cette fois par Len Wein. Côté super pouvoir, le valet de cœur, c'est en fait un être composé d'énergie pure, une énergie qui est contenue par son costume, qui donc il doit porter en permanence, et un costume que pour ma part j'ai toujours trouvé vraiment très réussi. Et quand il apparaît ici, c'est encore un quasi nouveau personnage, et Bill Mantlo va en faire un personnage récurrent de la série. Et la première rencontre entre le valet de cœur et Iron Man va évidemment se faire par le biais d'une baston, suite à un malentendu, le grand classique des histoires de super-héros. Dernier point à signaler dans ce numéro 103, les dernières cases de la dernière page, avec à nouveau le retour d'un ancien personnage de la série, Marianne Rogers, une ex de Tony Stark, également télépathe et surtout totalement cinglée et enfermée dans un centre psychiatrique. Enfin, jusqu'à ce que Stark cesse de payer pour son traitement, avec la reprise en main de Stark International par Midas. Je reprochais tout à l'heure à Bill Mantlo de ne pas préparer les principaux éléments de son intrigue en amont. Là, à l'inverse, on va suivre Marianne Rogers pendant plusieurs mois, avant qu'elle intervienne directement dans l'histoire principale, et le résultat est, assez pitoyable. Mais on y reviendra. En attendant, la prise de pouvoir de Midas se poursuit dans Iron Man 104,
et on s'attend évidemment à ce que Tony Stark fasse tout son possible pour récupérer sa compagnie. Eh ben, pas du tout. Il préfère en fait se réfugier dans son manoir familial, en compagnie de Madame Masque. Et au passage d'ailleurs, c'est dans cet épisode que est mentionnée pour la première fois la mère de Tony, Maria Stark, dont on découvre ici le portrait à côté de celui de son mari Howard. À part ça, le reste de cet épisode, c'est Jasper Sitwell qui pète les plombs et qui tente de tuer Iron Man par jalousie. Alors, à l'époque où les trois personnages apparaissaient ensemble dans la série, on avait eu droit à un triangle amoureux que Mantlo ressuscite donc dans cet épisode, en faisant passer Sitwell pour un espèce de psychopathe total. Encore une idée à la con de plus. Et ça continue dans l'épisode suivant, où Stark préfère filer le parfait amour avec Madame Masque plutôt que de s'attaquer à Midas. Et vas-y qu'ils font du cheval dans le grand parc du manoir Stark, et qu'ils se racontent leur malheur au coin du feu. C'est du très mauvais romance comics. Bon, pendant ce temps-là, il y en a quand même qui s'inquiètent de voir Stark International aux mains de Midas, et en particulier le Shield, qui est Nick Fury, qui va monter une task force un peu improvisée, composée de personnages plus ou moins proches d'Iron Man. On y retrouve donc le valet de cœur, Guardsman, Eddie March, l'ancien boxeur ami de Tony Stark, mais aussi le Spectre et sa sœur, l'inspectrice Jean DeWolf, que Iron Man avait croisé dans Marvel Team Up 48 à 51, des épisodes écrits par Bill Mantlo. Bon, l'idée de cette équipe est plutôt pas mauvaise. En tout cas, il y a une certaine logique à ce que le Shield s'attaque à Midas, mais au final, l'apport de ces personnages à l'intrigue et au combat contre Midas sera finalement très minime. Dernier point de cet épisode numéro 105, on y découvre que Abraham Klein, l'ancien prof de Tony Stark qui avait rejoint sa compagnie un an plus tôt, il travaille en réalité pour Midas. Encore un retournement de situation sorti de nulle part, d'autant plus que dans l'épisode précédent, Klein il se présentait devant Midas comme le représentant du syndicat des employés de Stark International, et il n'y a rien dans la scène qui laissait soupçonner la moindre connivence entre les deux personnages. Bien au contraire. Ici, on apprend que Midas fait chanter Klein. Il détient des photos de sa femme et de sa fille disparues en Pologne en 1939, et il affirme qu'il sait où elles se trouvent. Clairement, Mantlo, il savait pas quoi faire du personnage, et il a trouvé que ça pour s'en débarrasser. Le grand affrontement contre Midas commence enfin dans Iron Man numéro 106, un épisode qui, que des dessins donnent un peu une impression de bâclé. Et c'est d'autant plus possible qu'il s'agit du tout dernier numéro d'Iron Man, dessiné par George Tuska, lui qui avait dessiné son premier épisode de la série presque 10 ans plus tôt, en 1968, c'était le numéro 5. Tuska va d'ailleurs quitter Marvel dans la foulée, pour aller rejoindre DC, où il va réaliser quelques comics, mais où il va surtout travailler sur un comic strip, The World's Greatest Superheroes, qui mettait en scène Superman et les membres de la Justice League, et qui va dessiner quotidiennement de 1978 à 1982. Et c'était un job qui payait bien mieux que ce que lui rapportait son travail dans les comics, mais qui dit ne pas avoir aimé du tout. En tout cas, il y en a un qui était ravi de voir Tuska partir, c'est Bill Mantlo, qui détestait le travail de son dessinateur. Il trouvait son style trop plat, trop monotone, en gros, trop chiant. Alors, c'est clair que les deux hommes n'étaient pas du tout de la même génération. Mantlo, à l'époque, il avait 26 ou 27 ans, et Tuska, lui, il en avait 35 de plus. Ceci dit, Mantlo, il me semble quand même assez injuste avec Tuska. Alors certes, ça n'a jamais été un des grands des comics américains, mais c'est quelqu'un qui avait un vrai savoir-faire et une vraie technique. Et puis surtout, à relire ces épisodes aujourd'hui,
Le problème majeur de ces épisodes, c'est pas les planches de Tosca, c'est les scénarios de Mantlo. Donc Mantlo poupouille. Alors, par la suite, Mantlo a fait de très chouettes choses, mais ici, franchement, c'est pas le cas. George Tosca est donc remplacé au numéro 107 par un dessinateur qui, lui, est de la même génération que Mantlo. Il a seulement 1 an de plus. C'est Keith Pollard, qui avait déjà dessiné la série sur les derniers épisodes de Mike Friedrich en 1975, en collaboration avec Hervel Jones. Ici, il est ancré par Fred Kida, et sa prestation est d'un bien meilleur niveau qu'à l'époque. Pour ce qui est de la résolution du combat contre Midas, elle est quand même très loin d'être satisfaisante. Iron Man va terminer le combat seul face à son adversaire, et au moment du face-à-face final et décisif, voilà Tipa qu'il y a Marianne Rogers qui sort de nulle part, décidée à tuer Tony Stark. Elle veut lui balancer une rafale télépathique dans la tronche, et c'est Midas qui prend tout. Fin de l'histoire de Midas, fin de la sous-intrigue concernant Marianne Rogers. Dans le genre Deus Ex Machina à la con, franchement, on peut difficilement faire mieux. Avec le numéro 108, Bill Mantlo boucle l'arc précédent et il en entame un nouveau. Nouveau changement de dessinateur, c'est Carmine Infantino qui prend la suite. C'est l'époque où Infantino a quitté ses fonctions éditoriales chez DC Comics et il a décidé de reprendre ses crayons et d'aller faire un tour du côté de chez Marvel. Et il va avoir une production assez folle à l'époque, que ce soit en tant qu'artiste régulier sur Star Wars, sur Spider-Woman, sur Nova, ou en tant que fill-in artiste, comme c'est le cas sur cet épisode et sur le suivant. Alors, la qualité de ces planches varie beaucoup en fonction de l'encreur qui finit son boulot. Ici, en l'occurrence, il est bien tombé puisqu'il est assisté par Bob Wojciech. Côté scénario, l'affaire Midas n'est pas tout à fait réglée puisque les amis et les alliés de Iron Man ont été transformés en statues d'or et que ce serait pas mal de leur rendre leur état normal. Et pour ça, Iron Man a fait appel à son collègue vengeur, Hank Pym. Et dans le même temps, Stark International subit une nouvelle attaque, une de plus. À ce stade, après Sunfire, après Guardsman et après Midas, Stark International, c'est vraiment une ruine. Cette fois, le site est attaqué par une créature baptisée Super Buddy. Et si vous dites que c'est vraiment un nom à la con, c'est pas du tout son nom en VO. En fait, il s'appelle le Growing Man, mais quelqu'un chez Panini s'est dit que ce serait une excellente idée de le rebaptiser Super Buddy. Je pense que cette personne brûlera en enfer pour ça. Le Growing Man, on va plutôt l'appeler comme ça, c'est un androïde extraterrestre dont la particularité c'est que plus il reçoit de coups et plus il grandit. Il était apparu dans Thor numéro 140 en 1967, et on l'avait revu dans Avengers numéro 69, 2 ans plus tard. Et donc, ici, Iron Man va devoir l'affronter et l'empêcher d'interrompre la délicate opération de Hank Pym pour sauver ses amis. Dans le genre histoire de super-héros classique, là, ça fonctionne tout à fait bien. Épisode suivant, Iron Man fait face à Tony Stark. Ou presque. En fait, c'est le retour du LMD, le Life Model Decoy, un androïde à visage humain qu'on peut programmer pour prendre la place de quelqu'un. C'est un androïde conçu à l'origine par le SHIELD, qu'on découvrait dans les premières aventures de Nick Fury, et Tony Stark avait déjà eu son propre LMD au début de la série, jusqu'à ce que l'androïde se retourne contre lui et essaie de le tuer pour prendre sa place. Une fois encore, Bill Mantlo fait revenir un personnage apparu dans la série à l'époque où elle était écrite par Archie Goodwin. Et clairement, le travail de Goodwin, c'est son inspiration principale. Que ce soit Jasper Sitwell, Madame Mask, Midas, Marianne Rogers, ce sont tous des personnages apparus à l'époque d'Archie Goodwin. En fait, au moment où on a confié la série à Mantlo, il connaissait à peu près rien d'Iron Man, et quand il est allé un peu creuser dans ce qui s'était fait avant, c'est clairement la période Goodwin qui l'a le plus marqué. Et à juste titre à mon avis, parce que des débuts du personnage, c'est probablement la période la plus intéressante.
c'est aussi à partir de ce numéro que le valet de cœur va devenir le sidekick d'Iron Man. On l'a dit, c'est un jeune super-héros qui maîtrise pas totalement ses super-pouvoirs et qui aurait bien besoin d'un mentor, un rôle que Iron Man va accepter de jouer. Et Bill Mantlo, évidemment, il est tout heureux de pouvoir recaser un personnage qu'il a créé et qui va pouvoir faire évoluer dans les pages de cette série, même si, dans les faits, il va pas rester assez longtemps pour ça. La suite de l'épisode se déroule sur la Lune, d'où provient le Growing Man, et on se trouvent déjà d'autres personnages, la Dynamo Pourpre, Darkstar et Vanguard, tous les trois envoyés sur place par l'URSS. La Dynamo Pourpre, c'est un des plus anciens adversaires d'Iron Man, qui a d'ailleurs causé la mort d'une ancienne fiancée de Tony Stark, sauf que c'est plus le même homme qui porte l'armure ici. Darkstar, elle, on l'a vu au début de cette intégrale dans l'épisode avec les champions. Quant à Vanguard, c'est un petit nouveau, créé pour l'occasion, et qui est armé d'un marteau et d'une faucille. Est-ce qu'on peut faire plus super-héros communiste que ça ? Bon, concrètement, ça lui permet aussi de se protéger des rafales d'énergie qu'on lui balance et de les retourner à l'envoyeur. Et que fait tout ce petit monde sur la Lune ? Eh ben, ils sont là pour examiner un œuf géant qui est brusquement apparu. De quoi est-ce qu'il s'agit ? Réponse dans l'épisode suivant, quand Iron Man et le valet de cœur pénètrent à l'intérieur et tombent sur une armée de Rigeliens. Les Rigeliens, ce sont des extraterrestres colonisateurs, créés par Stan Lee et Jack Kirby dans Thor numéro 129 en 1966. Les Rigeliens ont dû quitter leur monde d'origine à cause de la surpopulation, et ils cherchent depuis une nouvelle planète où s'installer. Et ils en ont trouvé une planète baptisée Wundagore 2. Sauf que cette planète, elle n'est pas du tout déserte, c'est celle sur laquelle le maître de l'évolution a installé ses nouveaux hommes, les créatures qu'il a créées à partir d'animaux. D'où une guerre cosmique entre les deux civilisations, avec Iron Man et le valet de cœur coincés en plein milieu. Et comme si les menaces n'étaient pas assez nombreuses, ils vont devoir également affronter le Punisseur. Alors non, c'est pas Frank Castle. Là, c'est le Punisseur créé par Galactus et qui avait autrefois affronté les Fantastic Four. Bill Mantlo va donc mettre en scène cette guerre spatiale des numéros 110 à 112 de la série, accompagné de Keith Pollard au dessin. Et de mon point de vue, c'est les meilleurs épisodes de cette intégrale. C'est de l'action non-stop, avec des planches vraiment chouettes de Keith Pollard, et Iron Man et le valet de cœur qui sont pris entre deux feux, et qui hésitent sur la position qu'ils doivent prendre dans ce conflit. Bill Mantlo emprunte beaucoup à différentes sources, mais principalement au récit cosmique de Lee et Kirby, et le résultat est plutôt réussi. Alors, la fin est probablement trop précipitée pour être vraiment réussie, mais clairement, sur ces épisodes, on voit que Bill Mantlo commence à se sentir à l'aise, à la fois sur la série et surtout sur la façon de développer une histoire sur plusieurs numéros. Franchement, entre l'arc consacré à Midas et celui-ci, c'est vraiment le jour et la nuit. C'est sur ces épisodes que se termine cette intégrale, mais pas encore tout à fait le run de Mantlo. Il reste 3 épisodes qui se trouvent dans l'intégrale suivante, mais qu'on va voir ici, histoire de faire le lien avec les vidéos que j'ai déjà consacrées à la période Michelini, Layton, Romita Jr. On passe donc à Iron Man numéro 113, qui, au passage, était publié en France dans le tout premier numéro de Strange que j'ai acheté. C'était le numéro 115 de juillet 1979. Autant dire que cet épisode a une certaine valeur sentimentale en ce qui me concerne. L'épisode en question est dessiné par un autre artiste intérimaire, Herb Trim, qui fait son retour sur la série et qui est ici ancré par Joseph Rubinstein, ce qui est plutôt une bonne chose. Et cet épisode marque en premier lieu la renaissance de Stark International, qui a droit à de nouveaux locaux. Après s'être fait défoncer par tous les vilains de passage depuis plus d'1 an, il était quand même temps de remettre tout ça en état, et ça nous donne cette très chouette double page, qui, elle, est signée Keith Pollard.
Ceci dit, les locaux flambant neufs, ils vont pas le rester très longtemps. Mais avant ça, on assiste au départ de 2 personnages réguliers de la série, le valet de cœur et Jasper Sitwell. Le valet de cœur, on va le retrouver 2 mois plus tard dans Marvel Première numéro 44 pour une aventure en solo écrite par Bill Mantlo et dessinée par Keith Giffen et Rudy Nebres. En France, cet épisode sera publié dans Strange numéro 121. Et du coup, du casting régulier de la série, il reste donc plus que Madame Mask et éventuellement le life model Decoy. Bill Mantlo va lancer dans cet épisode un subplot concernant un individu qui s'est introduit dans les locaux de Stark International, mais son identité sera révélée que après le départ de Mantlo. Autre intrigue lancée dans cet épisode, celle qui concerne la licorne, encore un ancien adversaire d'Iron Man, et qui pour l'occasion a droit à un léger relooking. On sait dès le début que la licorne travaille pour le compte de quelqu'un d'autre, quelqu'un dont on ne verra que la silhouette et dont on apprendra l'identité que bien des mois plus tard. Mais d'ici là, la licorne va s'attaquer au tout nouveau bâtiment de Stark International et il va affronter Iron Man. L'épisode poursuit cette intrigue dans le numéro suivant, qui apparaît bizarrement davantage comme un épisode des Avengers que comme un épisode d'Iron Man. Iron Man leur a amené la licorne pour tenter de remonter à la piste de son donneur d'ordre, et on va assister à un combat entre les Avengers et une licorne dans le coma, mais guidée à distance. Et puis, le combat va prendre une tournure assez curieuse et inattendue, avec l'arrivée d'un autre personnage qui a l'air sorti de nulle part, Arsenal. Arsenal, c'est sa première apparition, et on apprend finalement pas grand-chose sur ce personnage dans cet épisode. Pour ça, il faudra attendre la sortie quelques mois plus tard d'Avengers Annual numéro 9, là encore écrit par Bill Mantlo et dessiné par Don Newton. En attendant, ici, ça nous donne un épisode bien bourrin où les Avengers s'en prennent plein la tronche, et tout ça est d'autant plus réussi que cet épisode est dessiné par Keith Giffen avec Bruce Patterson à l'ancrage. Et on termine ce passage en revue avec Iron Man numéro 115, le dernier épisode écrit par Bill Mantlo, mais qui est surtout resté dans l'histoire des comics comme étant le premier épisode dessiné par John Romita Jr. La série avait plus de dessinateurs réguliers depuis le départ de George Tosca au numéro 106, et là, elle a quand même touché le gros lot avec Romita Jr., qui, à l'époque, il a à peine 22 ans, mais déjà il touche sa bille, même si on est quand même assez loin de la qualité qu'il atteindra par la suite. Sur cet épisode, il est ancré par Dan Green, et disons que si on veut voir du vraiment bon Romita Jr. ancré par Dan Green, il vaut mieux se tourner vers les épisodes de Uncanny X-Men qu'ils ont réalisés ensemble quelques années plus tard. Côté scénario, Bill Mantlo conclut son run sur un cliffhanger, et du coup il laisse aux nouveaux scénaristes David Michelinie et Bob Layton le soin de conclure cette histoire, ce qui va en fait leur permettre de faire place nette et de repartir sur de nouvelles bases. Et voilà qui conclut cette overview de l'intégrale Iron Man 1977-1978, qui a un petit peu débordé sur la suivante. Globalement, donc c'est pas vraiment une bonne période pour la série, et même avec tout le côté nostalgique que je peux ressentir pour ces épisodes, surtout les derniers, honnêtement, c'est pas une lecture que je conseille. Ça s'améliore nettement sur la fin, en gros à partir de l'épisode 108, mais c'est pas inoubliable pour autant, et surtout cette période, en fait, elle pallie de la comparaison avec la période qui va suivre, et dont j'ai déjà parlé dans 3 vidéos dédiées que je vous invite à aller voir si vous ne les avez pas vues. Elles sont rangées dans la catégorie Comics Cut Spotlight, dans les playlists de la chaîne. Et du coup, ma prochaine vidéo consacrée à Iron Man, ce sera sur l'intégrale 1981-1982, qui marque la fin de cette période, une intégrale qui est sortie en début d'année chez Panini. Un tout dernier mot avant de terminer cette vidéo, si vous voulez en savoir plus sur la carrière des 2 principaux créateurs de ces épisodes,
je vous recommande 2 bouquins dans lesquels je suis allé puiser quelques anecdotes pour préparer cette vidéo. Le premier, c'est Mantlo, A Life in Comics, de David Yurkovich et Michael Mantlo, qui est sorti en 2014, et c'est un bouquin dont les bénéfices ont servi à payer les soins de Bill Mantlo, parce que Bill Mantlo, en 1992, il était victime d'un méchant accident de la route. Il était renversé par une bagnole alors qu'il faisait du roller, et ça l'a laissé handicapé à vie. Donc est sorti ce livre Hommage, qui passe en revue l'ensemble de sa carrière et qui a pu contribuer à payer ses soins. L'autre bouquin, il est plus ancien, il date de 2005, c'est The Art of George Tosca, de Dewey Castle, Aaron Sultan et Mike Gartland, paru aux excellentes éditions Tomorrow Publishing. Alors, celui-ci, il est épuisé. Par contre, sur le site de l'éditeur, l'édition numérique, elle est toujours disponible. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram et avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos. Et vous pouvez surtout lire des comics. Soyez sages et à bientôt.